si on en était là aujourd'hui sans travailler toute la journée dessus, qu'est-ce que ce serait si on passait nos journées entières dessus? Donc on s'est dit on va pouvoir doubler, voire peut-être tripler ces chiffres. Ça nous faisait vibrer aussi de nous dire merde, on fait un truc de fou. Enfin, on part de rien et c'est pas énorme les chiffres qu'on a fait. Mais pour nous, à ce moment-là, 24 et 26 ans, on regardait ça, on se disait mais il faut qu'on continue. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. Un épisode qui s'enregistre à plusieurs aujourd'hui puisque je suis avec Sarah et Eva Chaper qui sont les cofondatrices de Chill Silk et on est sous le regard bienveillant de Justine et de Jade qui sont au fond de la salle mais seront silencieuses, elles ont intérêt pendant cet enregistrement. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. Merci à vous de venir nous raconter votre histoire, une histoire qui sera passionnante, vous le verrez chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes les fondatrices de Chill Silk, que vous retrouvez sur chillsilk.fr, qui propose des produits en soie et des accessoires pour le bien-être de la peau et des cheveux. C'est une boîte que vous avez lancée en septembre 2020, quelques mois après le confinement. Et il y a plein de sujets. Alors déjà, le lancement des premiers produits, puisque vous aviez envie d'entreprendre depuis un bout de temps, vous me raconterez pourquoi et comment. Vous êtes sœurs, c'est pas évident. Mm-hmm. Enfin, c'est pas évident et en même temps, ça peut être une évidence, peut-être d'ailleurs, mais oui. C'est ça, vous me direz. C'est une évidence et c'est difficile à la fois. Vous êtes en plus issu d'une famille d'entrepreneurs. Tout le monde entreprend, c'est ça ? Tout le monde. Chez nous, entreprend. Nos parents, notre frère, nos grands-parents. On était les seuls à être en CDI pour quelqu'un d'autre. En relation presse. Exactement. Ouais. Et influence. On y viendra justement parce que c'est l'un des sujets que je veux aborder. Vous vous lancez en septembre 2020, vous faites 6 000 € le premier mois, 14 000 le deuxième, 50 000 le troisième et 1 million sur la première année. Donc c'était 2021. On est là en 2022. Vous me direz tout à l'heure comment ça se passe, mais pour l'instant ça se passe bien puisque vous avez atteint l'équivalent de ce que vous avez fait en 2021, sachant que les quelques derniers mois de l'année, on enregistre début octobre, comptent presque pour autant, en tout cas l'année dernière, que les mois précédents. Exactement. Donc on croise les doigts pour vous. Vous êtes sœurs, vous avez entrepris en famille et surtout vous étiez en relation presse et en influence. Vous étiez du coup a priori pas des expertes en tech, en distribution, en prod, en pricing, en catalogue, mais vous vous êtes posé une question, c'est qu'est-ce qu'on sait faire ? Et ce que vous faisiez de mieux à ce moment-là, c'était l'influence et les relations presse, et c'est ce qui vous a permis de vous lancer sur la trajectoire qui a été la vôtre. Donc c'est le sujet qu'on va aborder. On va se faire un bon gros cours de marketing d'influence et de relations presse. Vous allez aussi nous raconter comment est-ce qu'on lance ces premiers produits. Ouais. Déjà, il faut trouver des distributeurs, il faut les faire venir, il faut apprendre plein de choses que vous ne connaissiez pas. Et surtout, il faut se lancer sans dépenser un seul euro en acquise payante, social ou search, mais principalement via justement de l'influence. Bienvenue. Merci. Ça nous fait tout un programme. Vous êtes nimoise. C'est ça. Exactement. Et famille d'entrepreneurs. C'est ça, dans le tourisme principalement. Et un arrière-grand-père, c'est ça Arrière-grand-père qui avait des usines de soie. Qui avait 7 usines de soie à Ganges où il fabriquait des bas en soie, principalement. À Ganges, des bas en soie. Arrière-grand-père, on parle de début du siècle, quoi. C'est ça. Ouais. C'était une grosse affaire familiale qui a malheureusement... Tu parles au passé ? Oui, parce qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus en France. Les Américains ont un peu tué ce marché à cette époque. Et du coup, ils ont fait faillite. Et, les Américains ont tué le marché ? Oui, ils ont ramené de nouvelles matières moins chères et qui étaient similaires pour des bas.
Et du coup, leurs bas se sont beaucoup moins vendus à eux, ont beaucoup moins été achetés par leurs distributeurs. Et les usines ont dû fermer et mettre des centaines de personnes sur le carreau. Sur le carreau, exactement. Et nous, la soie, c'est quand même toujours resté dans la famille. Parce que notre grand-mère, du coup, qui a connu ça, nous a toujours parlé des bienfaits de la soie, que c'était super bon de dormir sur de la soie pour la peau, les cheveux. Donc nous, c'est quelque chose qu'on connaît depuis petite. Et on n'avait pas forcément pris conscience que nos amis ne connaissaient pas. Mais du coup, les arrières ou grands-parents ou parents n'ont pas voulu se lancer dans le textile ? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Comme je t'ai dit, ils sont dans le tourisme, alors rien à voir. Vous avez même pas la trentaine, 27-28 ans, je crois, 28 c'est ça, hein ? Et Sarah 30. Sarah bientôt. 30. Bientôt, voilà. Reste Vous un mois. ne pas encore. Vous avez bossé quelques années en relations presse, mais ça fait depuis 2018 que vous vous dites qu'il serait temps d'entreprendre, de faire comme le reste de la famille ? Depuis toujours, je pense. Depuis même toujours. avant 2018, on savait qu'on voulait lancer notre société ensemble. On savait pas quoi faire. Donc on a eu plein d'idées qu'on n'a pas lancées. Et on n'avait pas de coup de cœur, en fait. Voilà. Mm. On n'était pas sûr de nous, pas de coup de cœur. C'est important, le coup de cœur ? Bien C'est sûr, important. il faut aimer le produit pour le vendre. Et il faut être sûr que ça se vende. Parce qu'on avait des idées où on se disait, nous, ça nous plaît, mais est-ce que ça plaira On voulait que ça plaise au plus grand nombre de personnes, quoi. Exactement. Et en 2018, du coup, on travaillait toutes les deux en agence. Ça se passait très bien pour nous deux, mais ça nous a confortés dans notre choix et notre envie d'entreprendre et d'être notre propre patron. Qu'est-ce qui vous a conforté ? Notre envie de liberté géographique ou dans notre temps, envie de travailler toutes les deux ensemble, envie de ne plus forcément avoir de patron. On a toujours un petit problème avec l'autorité toutes les deux. Non, mais aussi notre envie de liberté dans la création, de pouvoir lancer nos propres produits, plutôt que de travailler pour quelqu'un et les produits de quelqu'un d'autre. Ok, toi tu revenais de New York à ce moment-là. Hein. C'est ça. Donc le retour de New York, cette envie d'indépendance. Voilà, tout mélangé. Tout mélangé. Du coup, qu'est-ce que vous faites ? À ce moment-là, Ouais, Eva venait de rentrer de New York. Ouais, moi je rentrais de New York, donc j'étais déjà dans tout ce qui était relations presse. J'ai trouvé un travail dans une agence à Paris. Donc je gérais un pôle beauté avec différents clients qui n'étaient pas fixes. Et toi, Sarah, pardon, tu étais sur Moi, quel j'étais dans une agence univers également, c'était plus sport lifestyle. Sport lifestyle, ok. Et rien à voir avec la beauté, du coup. Je t'ai interrompu, Eva. Pas de souci. Voilà. Et du coup, je sais même pas combien de temps j'y suis restée, peut-être 3 ans. 2 ans. Mais déjà, dès qu'elle est rentrée de New York, elle m'a dit, écoute Sarah, il se passe quelque chose là-bas. Toutes les nanas que je rencontre dorment sur de la soie. Elles prennent leur thé doré en soie en déplacement. Elles sont choquées qu'une petite Frenchie ne connaissent pas. n'en est pas tout connaître voilà. sur C'est ça, sur la beauté, ils pensent qu'on connaît tout. Donc, voilà. on s'est renseigné en France et on a demandé à nos amis autour de nous, nos cousines, et où les filles ne connaissaient pas, ou garçons, les bienfaits de la soie, où ils trouvaient que les produits proposés sur le marché étaient des produits trop onéreux. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'on trouvait sur le marché, c'était des thés d'oreiller à environ 120 € la thé. Donc, on a dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et on a décidé de lancer des produits de haute qualité à un prix qu'on estimait juste. Donc, aujourd'hui, on est autour de 69 € la thé. Alors, comment on fait pour lancer un produit de haute qualité à un prix juste ? Là, on est quand ? Là, on est en 2018. 2018. Ouais. Et on a lancé qu'en 2020. Donc, on a mis du temps, parce que comme tu l'as dit au début, on ne connaissait rien à tout ça. Donc, on a cherché des ateliers. On a été en contact avec plusieurs ateliers. On a reçu plusieurs échantillons de produits. On a testé sur le temps. On a voulu tester dans le temps ce que ça donnait, si c'était des produits qui résistaient. Au lavage. Si c'était des produits vraiment de haute qualité. On a voulu que nos produits aient le label Oecotex et qu'ils soient bio. Donc ça a pris du temps aussi pour trouver ça. Et une fois qu'on a trouvé les produits, il a fallu... Alors, comment vous avez trouvé les produits ? Alors, oui, si tu veux, j'explique. Donc, on a eu la chance d'avoir une amie. Je vous regarde à tour de rôle, je sais pas qui va répondre. Oui, c'est ça, parce que on a vraiment regarde aussi. Okay. nos parties mutuelles, donc c'est pour ça par moment on se regarde parce qu'on sait que l'une ou l'autre va être plus. Tant qu'il y a quelqu'un qui répond à ma question, ça me va. Mais c'est bon. Donc en fait, on a la chance d'avoir une amie de la famille qui habite en Chine depuis toujours, enfin depuis de longues années, et qui travaille dans le textile. Donc en fait, on s'est directement retourné vers elle et
pour en savoir plus sur les usines en Chine, comment ça se passait, etc. Du coup, elle nous a présenté à plusieurs entreprises qui faisaient de la soie, des ateliers. Et c'est comme ça qu'en fait, on a pu déjà commencer des démarches, échanger avec eux, etc. À distance ? À distance. Vous vous êtes rendu vous êtes allé et en non, Chine c'est le Covid après. Donc au mais départ, le Covid, c'était en 2020. ça arrivait après, mais au départ, on n'avait pas l'argent. Okay. On pouvait pas forcément s'y rendre. On travaillait. On travaillait aussi. Moi, je venais d'avoir un bébé. C'était très compliqué. Donc, ce qu'on faisait, c'était des appels vidéo avec eux pour échanger, les connaître au mieux et ensuite tester les produits. Du coup, ils vous envoient les produits et par votre ami de la famille, vous trouvez des ateliers, vous envoient des produits, vous les testez. Difficile parce qu'on voulait des petites quantités et que on n'avait pas beaucoup de refus. Budget aussi. Ouais, Mais tu les achètes ces produits ? Oui. Ou ils te les offrent ? Ah, je les achète. On achète tout. Mais les produits, eux, ils produisaient par, je sais pas, 10 000 thés. T'envoyer 2 thés pour que tu testes, c'est pas de... Et m'envoyer 2 thés, la thé, on l'a payé au moins 180 € la thé en échantillon. Donc, pour nous, c'était énorme. On avait 10 000 € de budget. Ouais, 5 000 € chacune. Alors, 10 000 €, on y reviendra, mais 10 000 € de budget pour lancer. Et là-dedans, tu as la recherche produit. Bien sûr, il y a tout. Et potentiellement les allers-retours, tout le setup. Allons-y. Donc, vous quittez votre job. Oui. Un peu plus tard. Non, vous n'avez pas encore quitté votre job. Non, on a lancé la marque en travaillant à côté, en pensant que ça allait devenir un side business, qu'on allait l'avoir à côté, qu'on allait faire un truc ensemble, que ça allait être sympa. Voilà, un complément de revenu et que un jour peut-être, on pourra en vivre. Mais donc tu investis, vous mettez 5 000 € chacune dans cette phase de recherche en amont du lancement. C'est ça. Qui vous servent à acheter des échantillons et une fois que vous avez trouvé le bon produit, acheter du stock. Quoi. C'est ça. Et lancer un site. Ouais. Potentiellement, ok. Et créer une société. Bon, la création de la société, ça va, c'est pas le... Ouais, mais... C'est quand même de l'argent. Un peu. Très bien, donc vous trouvez un jour le bon produit. On lance le site. On a la chance de connaître pas mal d'influenceurs de par notre métier. Ouais, attends. Tu lances le site, ça veut dire quoi ? En une phrase, oui, mais vous, Eva d'abord. avec un freelance... On n'y connaissait rien. On a tout fait, on a vraiment appris sur le tas. On est passé par Shopify, qui est une plateforme qui permet pour les personnes qui ne connaissent pas la création d'un site, de le faire facilement. Parce que c'est intuitif. Voilà, il y a aussi beaucoup de tutos sur YouTube, etc., qui expliquent comment ça fonctionne. Donc ça, c'est moi qui m'en suis occupée. Ça a pris plusieurs semaines. Parce qu'en fait, l'avantage de Shopify aussi, c'est que je crois qu'on a 1 mois de gratuit en amont. Donc ça m'a permis pendant 1 mois de me familiariser avec le site. Et au bout de ces 1 mois, on a lancé officiellement le site. Oui, et ensuite, c'est pas ultra cher. Enfin, c'est tolérable, je veux dire, c'est moins cher qu'une taux d'oreiller. En fait, il y a plusieurs, 180 €. Il y a plusieurs leviers, et je crois que le premier était à 29 € par mois, donc c'était pas... Mais c'est toi qui t'en occupes. C'est ça. Chères auditrices, chers auditeurs, plus aucune excuse pour ne pas vous lancer. Le site, le stock... Chez nous. Ouais. Oui, on chez vous tout physiquement, c'est ouais, ça. Vous étiez à Paris à ce moment-là ? Ouais. Et la société, du coup, créer une société, c'est assez simple. Et maintenant, il y a des super solutions. Je crois que c'est Conto qui offre. Ouais, on est sur Conto. Vous êtes sur Conto. Ok. Stripe aussi a tout un atlas de création. La créa, c'est moi. C'est elle. C'est toi aussi, en interne, du coup. Et pourquoi Chill Silk ? Alors, comme Sarah a dit, on pensait pas qu'on se développerait à ce point, et du coup, quand on s'est lancé, on voulait qu'il y ait le mot « soit » dedans. On trouvait qu'en anglais, ça rendait très bien, et chill, c'est toujours un mot qu'on a toujours utilisé. Nos produits, c'est le bien-être à la maison, donc c'est chill. C'est chill de dormir sur de la soie. C'est chill de dormir sur de la soie, mais c'est en .fr, c'est ça ? Oui. Ouais. Et du coup, le nom était disponible sur les plateformes de social media. Ok. Mais il est en .com, je suis en train de chercher, mais vous pouvez oui, c'était disponible aussi, mais comme on venait de se lancer, on a commencé par .fr. D'accord. Honnêtement, je pense que c'était aussi beaucoup du hasard, parce qu'on n'y connaissait strictement rien à .com, .fr. D'accord. Quand on a lancé. Mais vous l'avez acheté le .com ? Oui. Ok. J'ai cru le voir mais j'ai fait une faute de frappe. Je me suis dit, oh putain, faut l'acheter quoi. Donc vous avez le site, le stock, la marque. Il n'y a plus qu'à vendre. On est en septembre 2020. Vous décidez d'ouvrir le site le 21 septembre. Oui, c'est ça. Il y a une raison particulière à cette date ? Non, parce que tu me l'as cité tout à l'heure du tac au tac. C'est la date d'anniversaire de mon conjoint, donc ça me reste en tête. Joyeux anniversaire. C'était pas voulu, mais... Mais ouais, c'était le hasard. On était prêtes, on a dit on y va, on tente. Et voilà.
Racontez-moi le lancement. Alors, comme Sarah a dit, on a la chance d'avoir pu travailler pendant de nombreuses années dans les relations presse et l'influence. Du coup, on avait pas mal de contacts en influence surtout. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté les influenceuses avec lesquelles on travaillait et lesquelles on connaissait de Paris pour leur faire tester tout simplement nos produits. En fait, on leur disait, voilà, je lance ma marque. Est-ce que tu aimerais tester le produit ? Donc, gratuitement, bien sûr. Il n'y avait pas de sponsorisation à l'époque. On se lançait. Enfin, voilà, on avait quel âge, Sarah ? On avait 24 et 26, je crois, 26 ans. Donc, voilà, 2 jeunes qui se lancent. Les filles, les influenceuses qu'on connaissait, elles ont testé nos produits. Et naturellement, elles en ont parlé sur leurs réseaux sociaux. Et tout est parti de là. La chance qu'on a eue, c'est que ces filles, c'était pas des micro-influenceuses, c'était des filles à plus de 1 million d'abonnés, comme Nolita, Sananas. Voilà, alors, les micros marchent très bien aussi. Oui, elles marchent très bien. Mais là, ça a une puissance de frappe qu'on n'aurait pas... Vous ne voyez pas Sarah qui dit à sa sœur « Attends, doucement ». Ouais, parce que c'est moi qui on adore les micro-influenceuses aussi, mais... On a commencé avec des filles avec 1 million d'abonnés de suite, sans vraiment le vouloir de base, quoi. Combien ça coûte un poste d'une influenceuse ou d'un influenceur qui a 1 million d'abonnés ? Alors dans ce cas-là, c'était gratuit pour nous. Mais quelle était l'économie ? C'est ma question. Ça commence autour des 5 000 €, on va dire. Ok, donc c'est un sacré service qu'elles vous rendaient. Enfin, c'est un service sympa. C'était super sympa, et surtout que quand elles ont fait toutes leurs stories, on n'était pas au courant qu'elles allaient le faire, ou si elles allaient le faire ou pas, et quand. Et je me rappelle que la première, ça a été Nolita, qui avait 1 million d'abonnés à ce moment-là. On était chez nos parents dans le sud, et on voit nos téléphones qui n'arrêtent pas de sonner. Ça faisait le ding de Shopify. De Shopify. Et en 1 heure, on a fait 60 ventes grâce à elle. C'était au bout du 3e ou 4e jour de lancement du site. Donc fin septembre. Inespéré, quoi. Ok. Vous avez contacté combien d'influenceuses ? Qu'on a eu par nos qu'on connaissait. De votre réseau pour ce lancement. Une dizaine, je pense. Une dizaine. Okay. On les a même pas contactés, c'est juste qu'on les connaissait et on leur a dit je lance ma marque, et il y en a d'elles-mêmes, elles nous ont dit envoie-moi les produits, je vais tester, si ça me plaît, j'en parle. C'est très cool. Sincèrement, ça. je crois que toutes ont joué le jeu. Ok. Là, il y a je veux dire 2 choses. Il y a déjà un gros learning, hein, c'est ce côté, on connaît rien. Ce que je disais, hein, la tech, la distrib, le pricing, la prod. Vous avez tout appris sur le tas, mais vous aviez un unfair advantage. Unfair advantage, d'ailleurs, je crois que c'était le slogan de The Family, je ne veux pas dire de bêtises, en tout cas, c'était leur credo. Mais l'unfair advantage, c'est l'avantage concurrentiel que les autres n'ont pas. Et vous, c'était ce réseau et cette expertise dans l'influence. Ouais, on s'est dit, qu'est-ce qu'on sait faire ? On veut vendre nos produits, mais qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui ? Ce qu'on sait faire, c'est faire vendre des produits à d'autres marques, de par la presse et l'influence, faire parler d'une marque. Donc, let's go. On va faire nos produits et on va tester. À condition, c'est ce qu'on disait en intro, enfin un peu plus tôt, d'avoir un coup de cœur. À condition d'être sûr du produit, bien sûr. Oui, c'est ça, d'être passionné par le produit. On était déjà rassurés de se dire, une fois qu'on aura le produit et qu'on sera sûr de nous, on peut s'appuyer là-dessus. On sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. On s'est quand même cassé la gueule quelques fois, hein, mais on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas, et dans les grandes lignes. Et voilà, on va tenter. Je l'ai dit en intro, et je suis pas obsédé par l'argent, ou disons que le KPI du chiffre d'affaires n'est pas forcément un marqueur de la réussite. Donc j'ai dit ça en intro, chers auditrices, chers auditeurs, j'aurais dû le formuler différemment. Vous avez une société qui marche, qui tourne, qui est en croissance. Je vous souhaite que ça dure le plus longtemps possible, et surtout vous êtes maîtresse de vos destinées. Tout ce que vous cherchiez en 2018 quand tu es revenu de New York, et que vous aviez échangé à ce propos. Pardon, voilà, je referme cette parenthèse. Fin septembre 2020, vous faites vos premières ventes. Le mois suivant, vous faites 6 000 €, c'est ça, de chiffre d'affaires. Oui. Puis 14, puis 50 le 3e mois. Du coup, on est en décembre. Ouais, on est perdu. Là, on est sous l'eau. On passe notre temps à faire des colis, nos nuits, nos soirées, avec nos conjoints qu'on a recrutés. Ils sont dans quel domaine ? Ils sont entrepreneurs, tous les deux. Oui, ils sont entrepreneurs. Ah, d'accord, ils font quoi ? On peut le dire, pardon. Ils ont des différentes sociétés dans la téléphonie et dans le tourisme aussi. Ok. Donc vous les réquisitionnez pour faire des paquets le soir et le week-end. Ils n'ont pas ils n'ont pas d'autre choix que nous aider, parce qu'on. Il faut donner des biberons aussi à ce moment-là, je crois. Il faut donner des biberons, mais j'ai eu la chance que ça dorme assez tôt. Ok. Chez moi. Ouais. Non, elle dormait à 19h, donc c'était parfait. Ok. Donc on a commencé à faire des colis et à ne faire plus que des colis.
On a été sous l'eau très rapidement parce qu'on s'est dit comment on va continuer de développer la boîte si sur notre temps libre, on ne fait que des cartons. Et c'est là qu'on a réfléchi. Ça a pris quelques mois, 6 mois. Et au bout de 6 mois, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête tout ? C'était un vrai dilemme. Ouais. On s'est dit, en fait, la boîte, elle grossira plus si on continue. Tu faisais quoi ça. comme chiffre ? Donc là, on est en début 2021, il y a un peu plus d'un an. Chaque mois, entre 50 et 80 000 euros de chiffre d'affaires à ce moment-là. Ouais, la question, elle est vite répondue, non ? Vite répondu, mais c'est quand même un risque. Eva était enceinte. Moi, je venais tomber enceinte. Moi, j'avais un bébé. On avait quand même des salaires assez convenables. On était en CDI. Donc, on avait autour de nous, on nous disait souvent, peut-être que ça ne durera pas. Donc, on a tenté. On a quitté notre job. Dans ce choix, à ce moment-là précis de vos vies, qu'est-ce qu'il y avait dans la balance ? Qu'est-ce qui a influencé votre... C'était notre bonheur aussi de travailler ensemble, entre sœurs, de se dire qu'on pouvait... En fait, si on en était là aujourd'hui sans arriver à travailler toute la journée dessus, qu'est-ce que ce serait si on passait nos journées entières dessus ? Donc on s'est dit, on va pouvoir doubler, voire peut-être tripler ces chiffres. Ça nous faisait vibrer aussi exactement. De nous dire, merde, on fait un truc de fou. Enfin, on part de rien. Et je sais que c'est pas énorme, les chiffres qu'on a fait, c'est des chiffres qui sont... Voilà. Mais pour nous, à ce moment-là, 24 et 26 ans, on regardait ça, on se disait, mais il faut qu'on continue. En plus, on adore ce qu'on fait, on adore travailler sur le projet du début à la fin, travailler ensemble. Il faut qu'on le développe. Si aujourd'hui, on décide de continuer de travailler où on était à ce moment-là, bah, peut-être qu'on passera à côté de quelque chose... Je suis tout à fait d'accord. Vous avez toujours voulu entreprendre ensemble. Ouais. Quand tu entreprends en couple, bah, tu peux te séparer, tu peux divorcer. Vous pouvez pas divorcer. Non, c'est impossible. On est Vous vous êtes posé la question ? C'est difficile. Bon, ça existe, les familles où les enfants se parlent plus, c'est triste. Ouais, mais vous vous êtes posé cette question ou pas ? En fait, c'est au quotidien, c'est un travail au quotidien. Mais à ce moment-là, quand vous avez fait ce choix, à ce moment-là, non. C'était évident. On était sûrs de nous. Et on travaillait pas ensemble comme aujourd'hui, on travaille ensemble, donc on voyait moins aussi les points négatifs, je pense, à ce moment-là, vu qu'on était chacune chez nous à faire les colis, on avait le stock divisé en 2, et au final on travaillait ensemble, mais plus par téléphone, où on se parlait, on n'était pas physiquement ensemble. Donc à ce moment-là, je pense qu'on était tellement aussi dans le truc... Dans l'euphorie de la marque, ouais. C'était la priorité. Nous, notre entente, on sait très bien que ça ira toujours, on est sœurs, c'est pas, on n'est pas copines, on n'a pas le choix. On a la famille qui nous lie. Tape sur les doigts si ça va pas. Et voilà. Et du coup, donc vos parents sont dans le tourisme. Ouais. C'est leur entreprise. Oui. Ils sont mariés, ils sont toujours mariés. Ce que vous me disiez en préparant, c'est pas grave. Tu peux toucher les ressorts pour... c'est pas grave. Et ils sont toujours ensemble. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à ce moment-là ? Quels conseils vous ont donné ? Vous leur avez demandé leur avis ? Non. Ils le savent depuis toujours qu'on a toujours voulu travailler ensemble. Donc, je pense que c'était normal pour eux. C'était la continuité des choses. On n'a pas demandé leur avis, est-ce qu'on peut le faire ou pas, mais on n'a pas demandé ce qu'ils en pensaient non plus. Mais ils ont tellement été toujours derrière nous que pour nous, c'était évident que leur réponse était claire, quoi. Même pas besoin de poser la question. Avant d'avancer, tu as parlé du label Oecotex, pardon. Tu peux nous en dire plus ? C'est un label qui a été très important pour nous pour créer les thés d'oreiller en soie, parce que c'est un label qui garantit l'absence de substances chimiques dans les teintures. Donc toutes nos teintures de thé sont naturelles. Pour nous, c'était vraiment important. On dort sur une thé d'oreiller. Je crois que tu me disais, Eva, c'est un tiers de notre vie qu'on passe à dormir sur une thé d'oreiller en soie. Donc si pas en soie forcément, mais oui, sur une thé d'oreiller tout court. Ouais. Mais si on passe un tiers de notre vie à dormir sur une substance nocive pour la santé, ça devient compliqué. C'est OEKO, plus loin Tex, TX, qui est un label de quelle origine d'ailleurs ? C'est mondial, c'est européen ? Je pense que c'est mondial. On va chercher. Mondial. Cool. Donc, on est début 2021. Vous faites entre 50 000 et 80 000 euros par mois. Vous vous posez la question, mais vous y répondez assez rapidement, de vous lancer. Eh bien, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Donc, vous vous lancez. Qu'est-ce que vous mettez en place pour accélérer ? La première chose qu'on a mis en place, c'est trouver un centre de logistique qui gère nos commandes, les réceptions du coup de la marchandise, le contrôle de la qualité, l'envoi des produits et les retours. Donc ça, c'était primordial pour nous. On passait beaucoup trop de temps à le faire et c'était assez chronophage de faire ça toute la journée. On avait besoin d'avoir du temps pour travailler sur la boîte.
de voir comment on allait développer simplement Chill Silk, l'image de Chill Silk, les nouveaux produits. Donc on a vu plusieurs centres de logistique. On en a sélectionné un avec qui on travaille toujours, avec qui ça se passe très bien. Qui est en lien direct du coup avec les ateliers Non, pas du tout. Non. Ok. Non, c'est Donc, nous qui sommes en lien. C'est vous qui faites le... Ok. Voilà. Donc eux, ils sont en lien avec nous. Voilà. et voilà, donc ça se passe très bien. On a deux personnes aujourd'hui qui travaillent sur Chill Silk tout le temps, là-bas. On essaie d'y aller dès qu'on peut pour voir un petit peu comment ça se passe. Sur quels critères vous l'avez choisi ? En fait, c'est moi qui fais les recherches. C'est pour ça qu'elle me regarde. Non, on a démarché beaucoup de logistique. Et si on a choisi celle-ci, c'est parce qu'il y avait un côté très humain. C'est une entreprise à la base familiale comme nous. Les personnes sont très facilement contactables. On a aussi des connaissances qui ont leur marque dans cette même logistique et qui nous ont assuré que c'était super. Donc, aussi le bouche à oreille a bien aidé. Et après, le feeling humain, feeling, quoi. Et du coup, vous travaillez avec un atelier en Chine, c'est ça, qui a le label, qui fait des produits bio. C'est toujours le même atelier qu'au début ? Oui. Ouais. Alors au début, on avait 2 ateliers. Un où on produisait, on va dire, 10% et l'autre 90%. Mais aujourd'hui, on n'est pratiquement plus que sur un atelier. On a toujours l'autre au cas où, qui produit des produits de la même qualité, même label, etc. Mais on est principalement sur le même. Quand tu fais un x10 en 3 mois, sur les 3 premiers mois, je pense, tu passes de 6 à 50, il faut que ton stock il suive. Alors même si l'atelier, j'imagine, est capable de produire beaucoup plus, tu as quand même un temps de réappro, commande réappro, ça n'a pas suivi. Transport, ça n'a pas suivi, donc vous étiez en rupture. On a été en rupture. Comment à Noël. Vous avez avant Noël ou après Noël ? Avant Noël. Fin novembre, on était en rupture de stock. Ah merde. Ouais. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu avec notre atelier pour produire le plus rapidement possible et qu'on a activé des précommandes pour Noël. Ça nous a beaucoup aidé d'ailleurs. Beaucoup aidé, mais beaucoup stressé parce qu'on avait peur de ne pas avoir les produits à temps. On les a eu le 14 décembre, je me rappelle encore. Et c'était nous qui faisions les commandes. Donc, on a dû rassembler nos amis, tout le monde nous a aidés. Notre maman, tout le monde nous a aidés à faire les commandes. On avait, je ne sais pas combien. Je crois qu'on avait 800 commandes en attente. 800 commandes. 800 précommandes pour des thés, du coup, à ce moment-là. Pour Noël. À recevoir pour Noël, que vous avez reçu le 14 décembre. C'est ça. Tout le monde a reçu à temps. Je tiens à le dire parce que je m'occupais du SAV, donc je sais. Mais il y a un moment où tu as coupé quand même les précommandes. Ah non. Si, on a coupé. En fait, on a dit à tout le monde, il y a des précommandes ouvertes. Les produits arriveront à partir du 14 décembre. Ouais. Et quand on a été plein pour les produits qu'on avait commandés, on a coupé. Et après, on avait du stock. On a commandé de suite. En fait, on n'a pas réellement coupé. C'est juste qu'on a averti que toute commande passée à partir de telle date ne serait pas reçue à Noël. Oui, d'accord, très bien. Voilà. Okay. Mais les gens pouvaient continuer à acheter pour janvier. Comment tu as activé la précommande ? Je te regarde toi parce que c'est Shopify. Ouais, c'est Shopify. Toi, sur Shopify, on passait par une application pre-order, je crois que ça s'appelle. Ok. C'est toujours le même logisticien, du coup, 1 an et demi plus tard. Oui. Et vous êtes toujours satisfaite. Très. Ok. Pour cette accélération, donc une fois que vous vous lancez à plein temps, vous trouvez la logistique. Vous n'avez toujours pas fait d'achat média en social ou en paid, en search à ce moment-là, donc vous continuez sur l'influence. Ouais, la première année, on a fait uniquement de l'influence rémunérée. Ok. C'est la seule chose, c'est le seul budget qu'on a dépensé en communication, on va dire. Et là, par contre, on a accéléré. On a mis de gros budgets pour nous à ce moment-là sur l'influence, c'est-à-dire les influenceuses qui nous ont fait des publicités coup de cœur, on va dire, au début. Et qui avaient bien marché. On a joué le jeu. On leur a dit, voilà, nous, on veut travailler avec vous, on veut travailler sur l'année. On veut un petit cercle d'influenceuses, mais des influenceuses de qualité. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait beaucoup d'influences avec peu d'influenceuses. Beaucoup d'influences avec peu d'influenceuses. On parlait de macro tout à l'heure. Il y a des micros aussi ? Il y en a quelques-unes, moins. Mais il y en a quelques-unes. On en fait un petit peu. Et du coup, qu'est-ce que vous aviez appris dans vos vies passées que vous réutilisez aujourd'hui ? Quelles erreurs vous avez évitées ? En gros, c'est la question que je te pose. Quelles erreurs on a évitées ? On a évité de trop se précipiter. Surtout sur le développement. Parce que quand d'un coup, on fait des chiffres qui font du x10, comme tu disais, de 1 mois et 3 mois après, on fait x10, on peut vouloir aller vite et avoir des envies de voir les choses en grand de suite. Ça, je pense qu'on a été clair depuis le début de faire les choses petit à petit, de ne pas se casser la gueule. Voilà. Et sur l'influence spécifiquement ?
Sur l'influence, on a testé pas mal d'influenceuses. Il y en a qui n'ont pas marché. Au départ. Tu sais pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que peut-être que elle n'avait pas une cible qui correspondait à la nôtre, simplement. Parfois, souvent, des filles trop jeunes qui ne correspondaient pas à notre cible à ce moment-là, parce qu'on n'avait que des thés d'oreiller et des produits à environ à 69 €. Aujourd'hui, on a des produits qui commencent à, on va dire, 12 € le premier produit. Donc, c'est assez accessible. Enfin, c'est plus accessible pour des personnes avec un peu moins de pouvoir d'achat, des étudiants ou autres. T'as dit 12 ? Le premier, ouais. En soi ? Non, c'est une petite brosse pour le visage. Ah oui, pardon. Ok. Alors, il y a un truc aussi, vous m'expliquerez tout à l'heure ce que c'est, mais c'est des cotons à doigts en soi. Des cocons. Des cocons à doigts. Bon, on y reviendra. Cette base d'influenceurs, d'influenceuses, vous la trouvez comment ? Vous la constituez comment ? C'est nous-mêmes. On cherche, pas on regarde. Pas d'outils comme Octoly ou comme... Okay. Comme je t'ai dit, on avait un carnet assez gros. Et aujourd'hui, on fait de la veille. On demande aux filles de l'équipe, tu suis qui ? Tes amis suivent qui ? Nous, on regarde ce qui se fait. On regarde... de temps en temps, on en teste une nouvelle. Après, c'est vrai que sur les premiers mois où on a rémunéré des influenceuses, on a beaucoup pris les mêmes parce qu'on était sûr d'elles et qu'on ne pouvait pas se permettre de prendre trop de risques. Après, on a commencé à en prendre. Parfois, ça marche. Parfois, ça marche pas. C'est le jeu. Et quand ça marche, on continue. Comment tu fais ton tracking et comment tu sais que ça marche ? Sur Shopify, grâce au code promo, on voit combien l'influenceuse a fait de ventes en combien de temps et combien d'argent elle nous a généré. À condition que ses followers utilisent le code lors de la commande. C'est ça. Ouais. Parce que de toute façon, après ça dépend. On peut prendre des influenceuses pour de la notoriété ou pour de la conversion. Nous, on en a plus pris pour de la conversion au début parce que on ne pouvait pas se permettre de prendre juste pour de la notoriété. On n'avait pas assez de trésorerie, on était tout petit. Je pense que ça, c'est quand on grossit un peu plus et qu'on veut vraiment se consolider une image précise. Donc voilà, c'est comme ça qu'on regarde un petit peu les retours qu'on a sur investissement. Sur du réel, sur du reel, sur de la story, sur du post ? C'était des stories principalement. On a commencé story et là on teste un peu d'autres choses. On teste tout le temps. Là on est sur TikTok aussi en ce moment. On regarde un petit peu. On teste petit à petit. Sarah a jeté un coup d'œil à Jade qui nous observe silencieusement là-bas. Bon, je crois, j'ai cru comprendre que c'était le rôle. Oui, TikTok. De pousser TikTok. Parmi les erreurs que vous avez faites en influence, est-ce qu'il y en a certaines sur lesquelles tu peux revenir pour qu'on évite, nous, de les faire à notre tour ? Je pense qu'il faut bien connaître sa cible. C'est le plus important. Notre cible et la cible de l'influenceuse. Parce que parfois, on peut avoir une image. Nous, on peut aimer une fille et penser aimer la suivre au quotidien et qu'elle a une cible qui correspond, alors que peut-être que pas du tout. Il faut bien leur demander leurs statistiques. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je sais que j'avais souvent certains clients qui me disaient on n'ose pas leur demander leurs statistiques, etc. Mais c'est normal. Elles le prennent bien, c'est leur travail. De voir... nous, ce qu'on demande principalement, c'est les vues aux stories sur les 7 ou 15 derniers jours et le taux de femmes et hommes dans leurs abonnés. Voilà, principalement, c'est ce qu'on demande. Et voilà, on regarde... En termes de transfo, tu peux me donner un ordre de grandeur ? Une influenceuse qui a 1 million de followers, qui fait une story, t'as quoi comme commande ensuite ? Ça va dépendre. Même, on a des influenceuses à 100 000 abonnés qui nous font autant que des influenceuses à 1 million d'abonnés. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on ne dit pas de 100 000 abonnés jusqu'à 200 000, on les rémunère tant. On ne fait pas comme ça. On fait au cas par cas. Comme je te dis, on a des influenceuses qui nous rapportent autant que des qui ont 100 000 abonnés qui nous rapportent autant que celles qui ont dépassé le million. Ça dépend. Et comme t'en as qui ont des millions qui nous rapportent aussi 10 fois plus. C'est au cas par cas. Et du coup, ton prix, le prix qu'elle t'affiche ou qu'elle te propose, une fois qu'elle a fait ses premières campagnes, t'es capable d'affiner, de juger si c'est le bon ou trop ou pas assez. Exactement. Okay. Au départ, elle nous propose un prix, même avant qu'on collabore, pour savoir un petit peu ce que ça va donner, pour faire un contrat, etc. Là, on est à même de négocier parce qu'on ne se connaît pas, ni elle, ni nous. Donc on négocie un petit peu si on estime que le tarif est trop élevé par rapport aux statistiques qu'on a vues, ou pas du tout si ça nous paraît correct. Ensuite on teste. Si ça fonctionne, on réajuste le tarif à chaque fois. C'est la Creators Economy, on est en plein dedans. Je t'ai demandé les erreurs à éviter. Quelles sont l'inverse, qu'est-ce qu'il faut absolument faire ? En fait, il faut éviter du coup de prendre des filles qui ne sont pas, ou des garçons qui ne sont pas dans ta cible. Et ce qu'il faut absolument faire, c'est la même chose. Il faut choisir des gens qui te correspondent, qui correspondent à ton image. Il faut faire très attention avec qui tu travailles aussi,
parce qu'on a vu pas mal d'influenceurs faire des bad buzz ou faire des choses qui peuvent tuer ta marque, mine de rien, parce que tu es associé à eux et ils sont associés à nous. Donc c'est de la confiance dans les deux sens. Il faut faire attention. Tu fais des prises de ref ? C'est-à-dire ? Est-ce que tu appelles d'autres marques avec lesquelles ils ont travaillé pour savoir comment s'est passée la relation, comme on fait en recrutement ? Non, mais quand même, entre marques, on s'en parle. Okay. Quand on a l'occasion, je les appelle pas pour ça. Non. Mais parfois, on dit j'ai travaillé avec telle personne, elle marche super bien. Mais c'est pas parce qu'elle marche super bien chez eux qu'elle va super bien marcher chez nous. Parce que c'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes prix. Voilà. Compris. Ça, c'est pour le marketing d'influence. Vous avez fait de la presse aussi au lancement. Et c'est un milieu dont vous veniez. Oui. Donc, vous en connaissez les ficelles. C'est ça. En fait, du coup, vu qu'on est attaché de presse, on travaille également donc, avec toutes les journalistes de Paris ou d'autres villes. Donc, on les connaissait et naturellement, on leur a proposé de tester notre marque, comme avec les influenceuses, en fait. Et on a eu rapidement des articles parce qu'à l'arrivée des fêtes, vu qu'on s'est lancé fin septembre, il y a eu les fêtes qui sont sorties. Il faut savoir que pour contacter la presse, il faut avoir à peu près 3 mois d'avance sur le magazine. Donc par exemple, quand tu contactes la presse en septembre, c'est pour Noël. C'est ce qui va sortir à Noël. C'est ce qui va sortir à Noël. Ok, parce que c'est le temps de se mettre en relation. De l'impression, de la rédaction. Moi, j'ai travaillé au magazine Elle, donc je savais les détails. En fait... il y a le directeur artistique qui doit faire toutes la DA, quoi, les images, etc., sélectionner ses photos, la rédaction qui rédige, et après il y a l'impression, et tout ça, ça prend 3 mois. Mais tu vois une grosse diff entre le print et le web en termes de presse. Enfin, tu vois un article en ligne versus un article en print. Ça dépend quelle plateforme. Si c'est le Vogue, le web, ça marche très bien comme le print. Maintenant, le print des autres magazines, ça marche de moins en moins bien parce qu'il y a de moins en moins d'annonceurs. Après, c'est toujours une super pub d'avoir de la visibilité sur du print. Mais après, c'est vrai que le web, ça génère beaucoup de trafic. Parce que nous, c'était gratuit, du coup, ça. Oui. Donc nous, on prenait tout. Ce qui est l'avantage des Et aussi, l'avantage du web, c'est qu'il y a le lien tracking directement. Donc, ça nous fait remonter. Ça nous emmène du trafic sur le site, alors que... Et ça reste. C'est ça. Ouais, evergreen. Du coup, vous avez aussi fait une campagne de RP pour le lancement ? Septembre ou c'est venu plus tard ? C'était un peu plus tard, je pense. La presse. En octobre, à mon avis, qu'on a commencé. Donc vous avez commencé, c'est donc pour des parutions de janvier ou février en print, c'est ça ? Voilà. Okay. Mais on a eu des parutions web pour Noël. Ok. Juste après la rupture de stock ou pendant la... Ça a aussi causé. On a eu notamment le Vogue dans une de nos premiers articles qu'on a eu, donc on a eu beaucoup de chance. Et ouais, ça a participé à nos ruptures de stock. Et grâce à Shopify, on peut voir d'où vient le client. Donc on avait le Vogue qui ressortait pas mal. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Si je veux, donc j'ai ma petite marque et je veux demain, tu vois, avoir des articles. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Compliqué quand c'est pas notre métier quand même. Soit passer par une agence de presse. Ouais. On peut très bien rentrer dans une agence de presse. Il y a des agences de presse qui sont pas hors de prix, même à Paris. Sinon, essayer d'aller peut-être au culot sur Instagram et contacter les journalistes directement. À la fin des magazines, vous avez tous les noms. Donc il faut tenter sur comme LinkedIn, ça. Ça nous est arrivé aussi de les contacter sans les connaître. Et on a eu des parutions en Belgique comme ça dans le magazine Elle. Et d'autres qui nous ont jamais répondu aussi. D'autres qui nous ont jamais répondu. Nous, ce qu'on faisait et ce qu'on conseille aussi, c'est exactement ça, c'est d'aller regarder les noms des journalistes qui écrivent sur les sujets en rapport avec les boîtes de nos clients, de trouver d'une manière ou d'une autre le contact, et ça se trouve toujours, honnêtement. Alors au pire sur LinkedIn, tu trouves notre Insta, adresse mail et tu fais le... Exactement. Ouais. À partir du moment où on a une adresse mail de la boîte, on les a toutes. Tu les as toutes. Et surtout, ce qu'on fait souvent, c'est de pré-mâcher le travail au maximum avec des morceaux de contenu que le journaliste peut facilement réutiliser. En fait, l'idée, c'est de préparer un communiqué de presse, donc avec une description de la marque, avec une description du produit qu'on veut mettre en avant. Le prix, le lien. Les bienfaits s'il y en a, ou alors par exemple une sélection de cadeaux pour Noël de ta marque. Tout ça dans un même document PDF. Et une accroche. Et une accroche, oui. Enfin, il vaut mieux pas simplement. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis surtout. Non, bien sûr, il faut que ce soit un document qui rassemble, je pense, le maximum d'informations, mais assez concis, pour pas qu'elle perde du temps. Ouais, il faut qu'il y ait le maximum d'informations, mais que ce soit le plus clair possible. Voilà. C'est par bullet point, c'est vraiment 3 mots
pour décrire ta marque, ce que tu fais. Voilà. Il faut pas que ce soit un paragraphe qu'ils vont pas lire. Qui ne liront pas. Ils ont pas le temps. Il faut que quand ils l'ouvrent, ils voient direct les mots-clés, qu'ils se disent, bon, ça me plaît. S'il y a des phrases accrocheurs comme... je sais pas moi. 99% des gens ne le savaient pas. Voilà. Et pourtant. C'est ça. Ou on passe un tiers de notre vie à dormir, le saviez-vous, etc. Voilà, c'est des accroches que nous. Notre phrase, c'était un soin de 8 heures chaque nuit. Voilà, ça a plutôt bien pris. Un soin gratuit, presque gratuit de 8 heures chaque nuit. Bah, tu le rapportes à l'heure, c'est pas cher. C'est pas cher. Si tu utilises sur 6 ans. Ouais. Mais en gros, prémâcher au maximum le travail pardon pour le bruit, prémâcher au maximum le travail du journaliste, donnez-lui une raison d'écrire ou une accroche, alors que ça peut être cette stat ou cette phrase, ça peut être aussi en lien avec l'actualité. Et le tout avec de jolis visuels en packshot. Et si vous n'avez pas de retour, parce que ça arrive, ils ont beaucoup de demandes, il y a des agences faites pour ça, c'est vrai, qui peuvent tester sur 1 ou 2 mois et qui font souvent des tarifs assez intéressants pour des jeunes marques ou voilà. Zara et Eva font donc la promo de leurs anciennes. On n'a pas dit de non. On insère cette partie-là parce qu'elle est quand même hyper importante et qu'on s'en est rendu compte après l'enregistrement que j'avais oublié de l'aborder, mais c'était un problème de compréhension. J'avais compris que vous ne faisiez pas d'email. Et en fait, vous ne faisiez pas d'email ou pas trop la première année, mais vous en faites beaucoup plus cette deuxième année en 2022. C'est ça. Très peu la première année. En fait, on n'avait pas compris l'importance que ça avait de tenir au courant nos clientes, de nos actualités, de nos réductions, etc. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a fait dès la deuxième année. Et c'est un levier qui marche très bien et qu'on utilise peut-être, on va dire, 4 à 5 fois par mois. Ouais, on essaie de pas trop en faire tous les jours. Mais aujourd'hui, quand on fait une grosse newsletter dans un temps fort, on fait à peu près autant de chiffre d'affaires qu'avec une grosse influenceuse. Alors que ça coûte 5000 fois moins cher. Ouais. C'est ça. Je dis 5000 au hasard, mais... c'est vrai, okay. Mais les deux sont importants. Mais les deux sont importants. Sur la noto, l'activation, la légitimité, le social proof pour l'influenceuse et sur la génération de sales sur la newsletter. Fidéliser la cliente. Et puis, la cliente qui est là dans la base newsletter vient aussi peut-être de l'influenceuse à la base. Ouais. Tout à fait. Il faut maîtriser son funnel. Du coup, 4 à 5 newsletters par mois sur quel sujet? Qu'est-ce qu'on trouve dans nos newsletters? Alors, on fait des actualités, par exemple, des nouveaux produits. On fait aussi en fonction du temps. Si par exemple on arrive à l'automne, donc c'est le début de l'automne, on a une actualité en fonction. Pour Noël, pareil, on en a un peu plus à Noël, il me semble, de newsletter à l'approche de Noël. Mais voilà, c'est vraiment autour de, par exemple, on a une réduction exceptionnelle, une nouveauté ou tout simplement avec l'actualité, quelque chose qui se passe. Par exemple, là, on est en plein octobre rose, donc on a fait quelque chose en fonction. Ok, avec du push produit du coup dans ces newsletters. Toujours. Et l'enseignement, c'est que ça rapporte autant, ça crée autant, ça génère autant de ventes qu'une bonne OP d'influence. Ouais. Pas toutes, mais oui. Ok. Et vous en faites 4-5 par mois. C'est ça. Ouais. Okay. Bon, elles ne marchent pas toutes de la même façon, mais évidemment. Le but, c'est que voilà, les gens voient nos produits, sachent qu'on est là et qu'on a des nouveautés, que voilà. Vous le faites en interne? Oui, c'est moi. Sur quel outil? Mailchimp. Mailchimp. Intégré dans ton Shopify? Oui. Ok. Hyper intéressant. Est-ce qu'on a tout dit sur la newsletter? Je crois que oui. Bon, en tout cas, on a fait 7 virgules importantes et j'espère... et voilà, je vous laisse reprendre la suite de l'épisode. Ok, presse, influence, pas d'achat média. Non. Jusqu'à présent, en tout cas. Vous commencez à tester TikTok. Tout ça vous permet d'accélérer. Et surtout, alors maintenant, je vais venir au catalogue et puis on passera à la distrib ensuite. Le catalogue, au début, ce sont quelques produits en soi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Oui. En fait, on s'est posé une question. On s'est dit, comment les gens vont revenir sur notre site? On vend des thés d'oreiller, des chouchous et des masques de nuit à l'époque. Et on voit certaines personnes qui reviennent parce qu'elles aiment les thés et qu'elles veulent tourner. Donc, elles rachètent une paire de thés, de 3e, 4e. On en a qui sont à leur 10e commande juste de thé d'oreiller. Mais on s'est dit, on vend pas un shampoing. C'est pas quelque chose que les nanas elles vont finir dans 3 mois et elles vont venir réacheter. Du coup, pour augmenter ce taux de repeat sur notre site, il fallait qu'on propose une gamme de produits plus large. Donc, on a cherché des produits qui sont en cohésion avec ce qu'on avait déjà, qui sont cohérents, et on a trouvé des produits en soi ou non, toujours autour du bien-être. Mais les produits qui ne sont pas en soi, c'est surtout des produits qui complètent, on va dire, la thé, qui est notre produit phare. Donc des brosses?
des brosses. Des masques. Des cocons exfoliants. Ah oui, alors les cocons, pardon. Mais ça, c'est assez drôle. Allez sur l'Insta de Chill Silk. Je crois qu'on les voit à un moment. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être le 8e ou 9e post. C'est marrant. Donc, c'est des cocons en soie, c'est ça? C'est comme des cocons de soie. Ouais. Et en fait, on les laisse un peu dans l'eau tiède pour qu'ils se ramollissent un peu. Après, on les met sur le bout des doigts et on fait des mouvements circulaires sur le visage et ça exfolie naturellement la peau. Et ça se réutilise? Oui. Ça se réutilise 3 à 4 fois, en les rinçant à l'eau claire et en les laissant sécher à l'air libre. Okay. Mais donc, vous décidez d'élargir la gamme. Tu me l'as dit, pour augmenter le taux de repeat, il faut élargir la gamme. Comment est-ce que vous faites le choix des produits et la pro? Alors, ça, on fait tout en équipe, tout nous-mêmes. Mais en fait, c'est à ce moment-là que viennent nos premiers distributeurs. On a eu 2 salons de coiffure qui ont été nos premiers salons. Donc, on avait des gros salons, donc Nuance à Montpellier et Carly à Paris, qui est un salon qui pète tout sur Instagram, qui fonctionne un peu comme nous avec des influenceuses, qui est juste un monstre de la coiffure. Et on s'est dit, on va faire des produits dans ce sens qui pourront leur plaire aussi. Comme du coup, voilà, après les brosses, les serviettes turban, des produits qui peuvent principalement être axés cheveux. Et on a développé ensuite le côté peau. Carly, c'est un salon de coiffure Carly, avant d'être pareil. C'est ouf, je suis sur le site. Depuis tout à l'heure, je m'étais mis sur le site en recherchant votre marque. Moi, je vois un e-commerçant, tu vois, je vois un concept store e-commerçant. Aujourd'hui, ils vendent les produits qu'ils vendent dans leur boutique, ils les vendent sur leur site. Ok. Mais c'est un salon de coiffure, ils sont toujours complets. Et ils fonctionnent comme nous, c'est une équipe de jeunes. Incroyable parce que le créateur Pierre vient de chez nous. On ne le savait pas, on ne le connaissait pas. Il vient de Nîmes. Exactement, on s'en est rendu compte en en parlant. Mais il a créé le salon de coiffure avant de créer le... Enfin, c'est un salon de coiffure à la base. Oui, c'est un salon de coiffure qu'il a. Et tu le connais bien? Pierre, je ne le connaissais pas. Mais maintenant, tu le connais bien. Maintenant, on se connaît, on travaille ensemble. En fait, on l'a contacté via les réseaux. Instagram. Ouais. Okay. Et il est revenu vers nous rapidement parce qu'il a vu que sur notre site internet, on était originaire de Nîmes et du coup, ça... Il cherchait des thés d'oreiller depuis un moment, ça lui plaisait. Et quand on a parlé, ça a tout de suite matché. Ouais. Eh bien, la prochaine fois que tu lui parles, ou si Pierre, tu nous écoutes, tu es le bienvenu à ce micro pour me raconter comment on passe Avec plaisir, d'un salon de coiffure on le voit demain, donc on lui dira. Pourquoi vous avez... Alors, avant de parler de l'influence de ces distributeurs physiques sur le catalogue produit, puisque c'était bien la question que je vous posais, pourquoi vous avez décidé de partir en physique? Parce que, honnêtement, c'est venu tout seul à nous. Le premier salon nous a contactés à Montpellier, un deuxième à Bordeaux, et on s'est dit, en fait, pourquoi pas? Et on a contacté, on a dit, qui est le plus gros à Paris? Carly, on va tenter. Et ça a marché. Et puis ça a plutôt bien marché, donc du coup on a dit, on va continuer, et voilà. C'est une belle leçon, je trouve, d'entrepreneuriat. C'est du pragmatisme. On nous demande, donc peut-être qu'il y a un besoin. 2, qui est le plus gros. 3, on essaye. C'est ça. Et on nous demandait souvent, nos clients, j'aimerais voir les thés en vrai, j'aimerais voir ce que ça donne. Et on avait réalisé un pop-up store, on a vu que ça avait cartonné et les gens adoraient voir les couleurs, tester, voir les produits. Et donc en fait, c'était évident. Et on a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Vous avez fait un pop-up? Ouais, plusieurs. Pourquoi? Parce que déjà, on avait une grande demande sur les réseaux sociaux, de voir les produits en vrai, de nous rencontrer, de rencontrer l'équipe, de pouvoir en discuter. Et en fait, on avait fait, si je ne me trompe pas, c'était à Noël, le pop-up store qu'on avait fait. En fait, on avait fait une co-création avec Noëlita. Noël 2021, l'année du lancement? Oui, okay. C'est ça. On avait fait une co-création avec Noëlita, donc on avait fait toute une... Il n'y a pas encore eu Noël 2022. Donc la question était un peu con. Pardon. C'est pour ça que je réfléchis. On a réfléchi. Oui. Je me dis, on est en 2023 déjà, mais non. Donc oui, on avait fait une co-création avec Noëlita et en fait, on avait tout simplement eu pour idée, dès le lancement, de se dire, on va faire un événement avec elle pour amener le plus de personnes, ses abonnés, qu'elle puisse rencontrer ses abonnés. Donc on a fait ce pop-up store à Noël. Malheureusement, elle n'a pas pu venir parce que je crois qu'il y avait une histoire de Covid. Oui. Et en fait, dernière minute, d'ailleurs, elle n'avait plus le Covid, mais elle rentrait d'un pays où elle devait être. Voilà. Donc du coup, elle n'a pas pu venir, mais en tout cas, le pop-up store, c'était super. On a rencontré énormément de clientes et voilà, on a vu qu'il y avait vraiment une demande autour de ça. Ok. Donc le pop-up, puis les premières boutiques, dont Carly. Aujourd'hui, vous êtes chez 110 distributeurs en France, c'est ça? On est au Printemps, chez Blissim, au Drugstore.
et pas mal de salons de coiffure en France et de concept store. Ok. Qui sont venus à vous, que vous êtes allés chercher? Les deux. Les deux. Il y en a beaucoup qui sont venus à nous. Ouais. Et beaucoup qu'on a contactés parce que c'est des salons qui nous plaisaient. Il y en a aussi beaucoup auxquels on n'a pas donné suite parce qu'on fait attention. Pourquoi tu donnerais pas suite? Parce que on pense que l'image d'une marque, c'est très, très, très important. On travaille beaucoup là-dessus. Et il y a des salons de coiffure ou des concept stores ou autres qui correspondent pas forcément à l'image qu'on a, qui sont très bien, mais qui correspondent pas forcément à notre image. Ou alors, par exemple, qui sont un salon qui va être à 2 rues de Carly, tu vois. On va jamais le prendre. Ou à 2 rues d'un autre salon avec lequel on travaille. Donc c'est pas de la distribution sélective, mais vous êtes sélective dans la distribution, quoi. On fait attention que l'image soit la même que la nôtre, aux marques qui proposent aussi, et qu'ils ne soient pas trop en concurrence directe avec les salons qu'on a et qui fonctionnent. Vous m'aviez dit Blissim, le drugstore, Printemps. Comment vous êtes allé chercher le Printemps? Ils nous ont contactés sur Instagram. Ils ont quand même une super équipe. Hein. non, mais il faut leur rendre hommage. Pardon, je sature le micro. Il faut leur rendre hommage, mais le drugstore comme le bon marché, vous n'êtes pas les premières invités sur le panier ou les premiers invités sur le panier à me dire que non, ils nous ont contactés, ils ont repéré les produits, ils sont venus nous chercher. Leur équipe de curation est quand même super bonne, quoi. Je les reçois dans pas longtemps, d'ailleurs. Chez les auditrices, chez les auditeurs, accrochez-vous à vos écouteurs. On va parler innovation et parcours client et parcours consommateur pour le printemps. Donc 110 distributeurs en France, et ma question initialement était comment est-ce que vous faites la curation ou le choix des produits que vous distribuez? Et tu m'as dit qu'il y a des retours des distributeurs. Oui, il y a des retours. On ne propose pas les mêmes produits à tout le monde. Un salon de coiffure, forcément, on ne va pas leur proposer les masques de nuit, on ne va pas leur proposer les pyjamas en priorité. On va leur proposer des produits qui correspondent. Et au printemps, on va leur proposer plus des produits bien-être, maison. Mais comment est-ce que vous avez fait le choix des nouveaux produits que vous avez ajoutés au catalogue? On a fait le choix en fonction de... au départ, c'était plus des produits sur les cheveux parce qu'on avait plus des revendeurs axés cheveux. On a essayé de chercher, toujours pareil, ce qui ne se faisait pas trop en France, quelque chose d'assez innovant. La première chose qu'on a lancée qui était un peu innovante, c'était la serviette turban qu'on voit un peu partout, mais on l'a lancée avec un côté soie, un côté microfibre, donc une double utilisation. Ok, ça existait sur le marché ou c'est vous qui l'avez... ça n'existait pas. Donc vous avez créé ce produit? C'est ça. La comment t'appelles ça? Serviette turban. Serviette turban. Elle existe, la serviette turban, mais pas en soie microfibre. Pas en double... Je la trouve dans quelle catégorie? Accessoires cheveux. Accessoires cheveux. Donc l'idée, c'est que la cliente, elle peut se sécher les cheveux avec le côté microfibre. Donc ça fait sécher rapidement les cheveux sans les abîmer. Et le côté soie, elle peut s'en servir pour se maquiller, se démaquiller ou garder ses cheveux garder son brushing, ses belles boucles. Excellent. Et ça, c'est un produit qui est fabriqué en Chine? Oui, dans notre atelier, vu que c'est... fabriqué dans votre atelier, c'était ma question, au-delà de la géographie. Et que vous avez du coup inventé, vous l'avez protégé? Oui. Comment? On est très bien entourés. On a de la chance. Depuis le début, nos parents sont entrepreneurs, donc ils nous ont toujours dit attention, protégez-vous. Entourez-vous de suite des bonnes personnes. Du coup, dès qu'on sort un produit qui n'existe pas sur le marché, on dépose ce qu'on appelle un petit brevet. C'est le nom, un petit brevet. Oui, c'est quoi un petit brevet? C'est très français, un petit. On se fait des petits cafés, on va prendre une petite pause. Ça a un autre nom, mais je ne saurais plus ce que c'est exactement. Et ça nous permet de protéger le produit. Et on l'a fait à quelques produits, notamment à la thé d'oreiller double face aussi, soit microfibre, ou à la thé d'oreiller en soie brute. Et ça nous permet d'avoir une innovation et d'être le seul à le proposer. Et vous êtes allé jusqu'à la brosse, du coup? Oui. Enfin, je dis jusqu'à, mais oui. Parce que pour le soin des cheveux. Pour le soin des cheveux, parce que c'était complémentaire. Des apprentissages sur le catalogue produit? Est-ce que vous êtes planté à un moment ou à un autre? Vous avez voulu faire des produits et au final, ça ne s'est pas vendu, ou vous avez fait des mauvais produits? On s'est planté. C'est pas que ça n'a pas marché, parce que c'est plus qu'on faisait pas d'assez bonne marge sur certains produits. C'est ça, en fait. C'était pas un produit qui marchait pas, c'est que ça nous revenait trop cher. Donc on a préféré couper. Voilà. On a des produits qui faisaient partie de nos best-sellers qu'on a coupés parce que en termes de chiffre d'affaires et de marge, ça n'allait pas. Le chiffre d'affaires allait, mais la marge n'allait pas. Vous imposez un markup spécifique? Non, mais en fait, on parle là principalement de la soie brute, pour être transparente avec toi. Et en fait, c'est que le prix de la soie brute qui est faite au Vietnam. C'est ce qu'on te disait, tu sais, la thé d'oreiller qu'on a fait avec Noolita. Ça, et les petits accessoires, on a fait des carrés démaquillants, plein de produits en soie brute. Et c'est un produit qui est fait au Vietnam à la main,
Et en fait, le prix d'achat a quasiment doublé en 6 mois. Parce que le coût des matières premières, parce que Covid, parce que plein de choses, les coûts de transport aussi qui ont explosé. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, c'est des produits qu'on fait, mais de moins en moins. Il y en a certains qu'on a carrément coupés. Carrément coupé, parce que la marge n'était pas assez bonne. C'est ça. Cependant, il y a de la demande, toujours. Mais bon. Ouais. Ok. Vous avez été impacté, du coup, par la crise en Ukraine ? La Ouais. crise en Ukraine, c'est le mec qui prend des pincettes, la guerre. Ouais. Carrément. Ouais. Carrément. Déjà, le coût des transports, ça a explosé. Et les mentalités aussi Encore. ont changé. Ouais, le coût des transports, ça avait déjà explosé depuis un petit moment, mais là, encore plus. Et surtout sur les clientes, après. Parce que les gens font plus attention, les gens se concentraient plus sur les produits de Nécessité, les voyages pour l'été, voilà. Ok, évidemment. Nous, c'est un Comme achat tout le monde. plaisir, donc c'est différent. Vous n'êtes pas encore présente à l'international, Non. On a... au grand international. Non. On a quelques clientes parfois aux États-Unis, on en a quelques-unes à Dubaï, on en a pas mal au Maghreb, mais c'est surtout des Françaises qui vivent là-bas en fait. On n'a encore jamais développé à l'étranger. On veut d'abord consolider ce qu'on fait. La France, c'est quoi la vision ? 2023, on pousse la France à mort. Distribution, influenceurs, présence ads, Google. Et si on pose nouveautés. des chiffres ? En chiffres, on espère, par exemple en distributeur, pour 2023, on veut atteindre les 300 en France. Ok. Distributeurs, minimum. Après, en termes d'influenceurs, c'est un peu toujours pareil, mais on veut pousser encore plus à avoir peut-être élargir un petit peu le cercle d'influenceurs tout en maîtrisant toujours. On a des grosses collaborations qui arrivent pour 2023. Oui. Sur des produits spécifiques, du coup. Ouais, avec des influenceuses et des marques avec lesquelles on n'aurait jamais pensé travailler. Donc Et comment tu les as trouvés ? T'es allé les chercher ? Ouais. On a une idée d'un produit, on va chercher la marque. On va chercher la marque qui correspond au produit pour la marque, quoi. Mais toujours dans le bien-être cheveux et peau, hein, C'est ça. Exactement. Ok. 300 distributeurs, comment tu vas aller les chercher ? Avec Justine. On va y aller toutes les deux. On contacte au culot, toujours pareil. Hein. On contacte, on leur écrit, on fait des salons pour en rencontrer. Il y a beaucoup de bouche à oreille. On a beaucoup de concept stores qui nous disent j'ai une amie qui a un concept store à tel endroit, je vous contacte de sa part, ça arrive souvent. Ou je vous ai vu sur Instagram, je vous ai vu sur telle influenceuse. Et sinon, on se fait nous des listes et on contacte tout le monde. Vous devriez faire, si tout se passe bien, entre 1,5 million et 2 millions là, sur cette année 2022. Mm-hmm. Je m'avance beaucoup. Non, c'est ça. On n'aime pas parler du futur, Ouais, alors j'ai parlons peur de dire ça, moi aussi. Bon, il n'est pas impossible que vous fassiez entre 1 et 2 millions, puisque vous êtes déjà presque à 1, ou vous avez passé le 1. Oui. Quelle est la part de web et la part de distrib ? Alors, c'était... avant, on faisait 90% sur le web. La première année. Ouais, la première année. Non, on faisait 100% la première année. Ouais. Cette année, on a commencé petit à petit à faire un peu plus de distributeurs. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est à 40% de notre chiffre d'affaires sur la distribution. Sur les distribs. Et l'année prochaine, quand tu auras tes 300 distributeurs, forcément, ça va... Oui, ça mais risque le de site s'inverser, augmentera quoi. aussi. Comme on a commencé les ads il n'y a pas longtemps, j'ai espoir que le site aussi décolle, quoi. Et du coup, ton panier moyen sur le site ? 120 €. 120 € TTC, Ouais. 100 € hors taxe, alors que ton panier moyen en distrib, il est beaucoup plus important. Oui, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Mais du coup, tu es capable de... Alors, je sais pas si parmi tous les sujets que vous avez abordés ou dû aborder sur ta comptabilité analytique, tu es capable de savoir si tu marges mieux au final en B2C ou en B2B ? Ça n'a rien à voir. Non. En B2C, on marge mieux. Forcément, on leur propose aux distributeurs un prix pour qu'eux aussi fassent une marge assez intéressante. Donc, quand on vend un produit 69 € laté sur le site, on ne la vend pas 69 € à nos distributeurs. Non, mais tu n'as pas tous les mêmes efforts, tu n'as pas l'acquise, tu n'as pas le... Enfin, tu vois, il y a plein de frais que tu n'as pas, de coûts que tu n'as pas, quoi. Ouais. Je te pose la question parce que je vous pose la question, pardon, parce que j'en discutais avec un invité un jour qui me disait qu'au fait, au final, c'était assez kiff-kiff. Donc, il avait un markup imposé 2 x 2 ou x 3 ou x 4 sur ses produits en grande distrib. Mais au final, quand il mettait bout à bout le coût du site, l'acquise, l'achat média pour faire du D2C, du direct consumer, ça retombait un peu au même. Puis après, on n'a pas assez de recul, tu vois, encore, je pense. Vu que là, ça fait 2-3 mois, en fait, qu'on fait autant de distribution.
Je pense qu'il nous faut quelques mois encore pour voir un petit peu les chiffres et voir... Avoir du recul, ouais. Vous êtes sur Shopify, vous y êtes toujours. Oui. Quels sont les outils dont vous ne pouvez pas vous passer en termes de pilotage, en termes de... Honnêtement, on n'utilise pas tant que ça d'outils. Hein. Ouais, on n'a pas énormément d'applications Shopify. Ok. Vraiment, nous, on gère... Il y a notre logistique qui est connectée à notre Shopify. Donc, toutes les commandes leur sont envoyées. Après, sinon, on s'occupe en direct avec Shopify de relancer les clients, des paniers abandonnés, etc. C'est vraiment via Shopify. Ok, cool. Si je vous invite dans un an, au printemps, à l'automne 2023, cette fois, on est bon dans les dates. Qu'est-ce que vous m'annoncez ? Donc 300 distributeurs. Ouais. Et on espère. Les ads qui ont cartonné sur Google et Facebook. De nouveaux produits. Ouais. De jolies co-créations. Ouais, qui seront passées. Combien sur l'année ? De quoi ? De co-création, de collab. On ne peut pas trop en faire parce que c'est énormément de temps et c'est un projet qui est totalement différent. Mais là, par exemple, on est en train de travailler pour 2023 sur 2 co-créations. Une avec une marque et une avec une influenceuse. Que tu vas... comment est-ce que tu les cadences dans le temps ? Tu les places sur des marronniers, je sais pas... sur des temps forts, sur des délais, le temps de réaliser tous les produits, les prototypes, les échantillons, de parler de ce qu'on veut avec l'influenceuse ou la marque. Et voilà. Et du coup, votre temps fort, c'est la fin d'année ? Notre temps fort, c'est la fin d'année, mais en fait, nous, c'est surtout l'hiver. Quand il pleut, quand il fait pas beau, quoi. Quand t'as envie de prendre soin de toi. Quand t'as envie d'être chez toi. T'es 8 heures de soins par jour. C'est ça. Par nuit. Par nuit. Ouais. Cool, très bien. C'était super, félicitations. C'est une belle aventure. Vous prenez la tête de temps en temps ? Souvent. Oui. Mais ça, vous faites l'appel le week-end quand il y a les repas de famille ? Ça va. Non, pas toujours. Si, ça va. C'est difficile de travailler entre sœurs. Ouais. C'est un avantage. Enfin, moi, je sais que j'aurais jamais pu faire ça avec quelqu'un d'autre qu'elle. J'ai confiance aveugle en elle et je pense que c'est réciproque. Mais parfois, bien sûr, on prend moins de pincettes, en fait. On a moins de filtres qu'avec une amie ou son conjoint, on va dire. Là, on est lié par le sang. Ouais. Voilà. On est lié par le sang. On a la famille derrière qui, comme Sarah disait, va nous taper sur les doigts si ça va pas. Et aussi, on est tellement complémentaires dans nos tâches. On ne travaille pas du tout sur les mêmes choses. C'est pour ça qu'à chaque fois avec Sarah, on se regarde parce qu'on se relaie. Elle gère vraiment sa partie, moi la mienne. Donc, on a les équipes qui nous aident. Mais elle ne va pas venir sur ma partie comme je ne vais pas... venir dans sa partie. Sauf après, si on demande. Sauf si on a des questions, on a besoin d'avis, etc. Mais voilà. Ok. C'est quoi vos parties ? Alors moi, Eva, je m'occupe de la DA, toute direction artistique, l'image de la marque, donc c'est-à-dire toutes les séances photos. Je m'occupe de toute la partie digitale, donc le site internet, les réseaux sociaux, et on gère également le service après-vente. Ok. Et du coup, toi, et moi, je fais tout ce qui est distribution. Tout ce qui est atelier, fournisseurs, recherche de fournisseurs, suivi des produits, etc. Et donc, influence aussi. Et ensemble, on gère les nouveautés. Elle fait le lien avec la comptabilité. Okay. Et ensemble, on gère les nouveaux produits, les nouvelles collections. Je me souviens plus si je vous ai posé la question, mais vous avez levé des fonds ou vous êtes sur fonds propres ? Non, on a mis 5 000 euros chacune et on n'a jamais réinvesti. Donc tout ce que vous avez fait avec 10 000 euros. Enfin, vous êtes parti avec 10 000 tous les bénéfices, on les a réinvestis dans la société. En fait, pendant un an, on ne s'est pas versé de salaire. On a tout réinjecté dans la société, ce qui nous a permis donc de prendre de belles influenceuses, etc. Et de faire des nouveautés, de continuer. Voilà. Mais on n'a jamais remis d'argent depuis. Eh ben, c'est beau. Félicitations. Merci. Merci infiniment, Sarah, Eva. Merci à Justine et Jade qui sont restées silencieuses pendant tout cet enregistrement. J'ai jamais été aussi nombreux pendant l'enregistrement du panier. Vous pouvez retrouver Sarah et Eva, du coup, Chapert, CHAPERT sur LinkedIn et évidemment sur ChillSilk, CHI2LSILK.fr. Merci infiniment. Merci à toi. C'était super. Chers auditrices, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire.
Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.